Alors je vais entamer cette première communication sur un aspect de cette convergence qui associe en fait les sciences cognitives et les sciences de l'informatique sous la forme de la réalité virtuelle. Et je voudrais vous présenter donc l'intérêt de la réalité virtuelle, non pas pour simuler l'intervention chirurgicale, la réalité virtuelle a un grand avenir dans la simulation chirurgicale, mais appliquée aux malades pour aider le neurochirurgien à cartographier et à identifier les zones cérébrales précises à respecter. Alors vous savez tous que notre cerveau comporte deux hémisphères, l'hémisphère gauche dans lequel, dans la plupart d'entre nous, droitier, est localisé le langage et qui a été appelé, en raison de l'importance du langage chez l'être humain, a été appelé l'hémisphère dominant. Paradoxalement, l'hémisphère droit, lui l'hémisphère mineur, a été l'objet d'un intérêt moindre et finalement est resté dans l'idée d'un hémisphère un peu artistique, alors que l'hémisphère gauche était classiquement, en tout cas en particulier dans un mouvement dans les années 70 qui opposait ces deux hémisphères, l'hémisphère gauche de celui qui parle, celui qui est rationnel, et l'hémisphère droit, celui du monde artistique, de l'appréciation artistique du monde extérieur. C'est un petit peu simplet. En tout cas, pour en venir au langage, vous savez maintenant qu'on a une idée assez précise de comment est organisé le langage. Vous avez eu l'occasion d'écouter notre ami Hugues Dufaux qui a beaucoup travaillé dessus. Et on sait maintenant qu'en particulier, le langage est organisé au niveau cortical à partir de deux types de zones, des zones antérieures, des zones postérieures. Nous savons maintenant que l'organisation en zone de Broca et de Wernicke, très identifiée, est un petit peu passée et que maintenant on s'oriente plus sur des zones corticales qui peuvent varier d'un individu à l'autre, d'où l'importance de pouvoir faire une cartographie individualisée. Et donc ces zones corticales sont reliées par des faisceaux blancs qu'on peut voir sur le cliché de droite. C'est une véritable... Ce n'est pas une construction graphique, c'est une véritable analyse en tractographie des faisceaux blancs d'association de ces centres antérieurs et centres postérieurs avec des voies dorsales et ventrales du langage qui ont été identifiées. Alors il est tout à fait possible maintenant en neurochirurgie, et ça, Hugues Dufaux vous l'avez montré, et je dirais beaucoup d'équipes en France maintenant travaillent totalement en routine dans cette approche. Il est tout à fait possible de tester en péropératoire, en chirurgie éveillée, les différentes zones du langage. Et donc, vous voyez que parmi les tâches qu'on utilise assez fréquemment, c'est la tâche de la dénomination. On présente au patient, par exemple, ici sur une tablette tactile, un objet à dénommer ainsi qu'une phrase à lire. Et alors que on touche une zone du cortex avec une électrode, le courant délivré va paralyser transitoirement la zone corticale, ou la zone corticale d'ailleurs, qui est en contact avec l'électrode, et va entraîner une paralysie de la tâche. De fait, si cette zone est importante dans une tâche du langage, elle va entraîner un trouble sous la forme de suspension du langage, une paraphasie phonémique ou sémantique. Et donc, toute cette approche est parfaitement définie maintenant. Il a été revu très récemment par un collègue neurochirurgien américain, le type de troubles qu'on pouvait voir apparaître lors d'une stimulation qui est en fait une inhibition électrique en paire opératoire en fonction de ces voies blanches qu'on allait explorer. On savait qu'on pouvait, à tel niveau, sur la voie dorsale ou la voie ventrale, entraîner tel type de trouble du langage. Alors, maintenant, c'est vrai qu'on ne peut quasiment plus avoir de troubles du langage en post-opératoire, ou alors c'est du domaine de l'accident. Il faut le prévoir. On prévoit maintenant quasiment de ne plus avoir ce type de handicap en post-opératoire. Cette méthodologie a permis de rendre opérables des lésions qu'on pensait tout à fait inopérables dans l'hémisphère dominant. Mais quid de cet hémisphère mineur, l'hémisphère droit? En fait, on s'aperçoit que des travaux récents et moins récents ont très bien montré que la qualité de vie des patients qui souffraient de tumeurs ou qui avaient été opérés de tumeurs dans l'hémisphère mineur était très détériorée, et aussi détériorée que les patients qui avaient été, avant toute cette méthodologie de la chirurgie éveillée, qui avaient été opérés de tumeurs dans l'hémisphère dominant. Ces patients, certes, parlent, ne sont pas hémiplégiques, mais finalement ont une qualité de vie extrêmement dégradée. Et finalement, on sait pourquoi. On sait pourquoi, parce que ce fameux hémisphère mineur, il n'est pas si mineur que ça. Il n'est pas si artistique que ça. Il a en son sein trois grandes fonctions, que sont la cognition spatiale, la première, et une deuxième qui est tout ce qui est fonction attentionnelle. Et ces deux fonctions permettent en fait toutes les stratégies d'orientation et d'exploration de l'espace. Quand elles sont atteintes, elles vont entraîner des syndromes aussi handicapants que sont par exemple l'héminégligeance, où le patient va voir disparaître totalement de sa conscience un hémi-espace de son côté. Cette inconscience de l'espace pouvant même atteindre ses souvenirs, voire même ses rêves.
La troisième fonction extrêmement importante de cet hémisphère dit mineur, c'est la cognition sociale. La cognition sociale, ça comporte en fait un grand nombre d'autres fonctions que sont par exemple la reconnaissance des émotions faciales chez notre interlocuteur, la prosodie du langage, c'est-à-dire sur quelle tonalité affective est dite une phrase, et puis des choses peut-être plus complexes que sont l'empathie et la théorie de l'esprit. Et toutes ces fonctions en fait convergent vers une fonction qu'on pourrait de façon simple regrouper sous le terme de langage non verbal. Alors, si vous réfléchissez, vous vous dites, oui, c'est bizarre que finalement la nature ait mis dans le même hémisphère des choses aussi différentes que l'orientation, la notion de l'espace et le langage non verbal. C'est pas si un hasard que ça, dans la mesure où vous savez tous que la distance que l'on va mettre avec un interlocuteur va être le premier des signes du langage non verbal que vous allez exprimer. Et on peut imaginer qu'effectivement, dans tout l'apprentissage de la communication, de ce qui a fait de nous des êtres humains, ces deux fonctions étaient proches l'une de l'autre. Alors, la connaissance des structures, de ces grandes structures que sont la cognition sociale et la cognition spatiale, commence à être connue. Vous voyez en haut à gauche, en haut un hémisphère gauche, et en bas un hémisphère droit. Et vous voyez que ces fonctions sont finalement organisées en miroir de la même façon que le langage de l'autre côté, avec des centres corticaux qui sont variables d'un individu à l'autre, mais qui sont globalement organisés avec des centres antérieurs et des centres postérieurs. Et ces centres communiquent avec des voies blanches qui sont globalement les mêmes que celles qu'on retrouve dans l'hémisphère majeur. Alors, quand on voit ça, on se dit effectivement comment explorer, comment retranscrire ce qu'on fait avec le langage au bloc opératoire avec ces fonctions aussi complexes que sont le langage non verbal ou la cognition de l'espace. C'est vrai qu'il existe des tests qu'on appelle tests papier-crayon que font les neuropsychologues au lit du patient qui permettent d'explorer effectivement l'existence d'une héminégligence, l'existence de troubles de la cognition sociale, de troubles de la reconnaissance de l'expression faciale. Mais ce sont des tests compliqués qui demandent beaucoup de temps, qui doivent se faire au lit du patient et qui sont difficilement applicables au bloc opératoire. C'est pour ça que depuis quelques années, nous nous sommes intéressés avec des écoles d'ingénieurs sur la possibilité d'utiliser la réalité virtuelle pour amener au bloc opératoire des tests qui permettent d'explorer ces fonctions aussi complexes. Ça fait plus de 3 ans à peu près que nous travaillons sur ce projet. Nous avons testé beaucoup de ce qu'on appelle de casques de réalité virtuelle, qui ressemblent un petit peu à des masques de plongée, avec des systèmes filaires, des systèmes non filaires. Nous avons beaucoup réfléchi sur les façons d'installer ces casques sur des patients au bloc opératoire en chirurgie éveillée. Et nous avons surtout beaucoup appris de ce que représente la réalité virtuelle. La réalité virtuelle qui est maintenant accessible à tous, ces casques sont disponibles dans les bonnes chaînes de magasins, toutes les grandes chaînes de magasins, mais il faut savoir que la réalité virtuelle comporte différentes choses. Elle permet effectivement d'immerger le patient dans un monde qui peut être l'équivalent d'un monde réel, un film, mais aussi un monde totalement créé, totalement virtuel par des infographeurs. Il faut savoir que ce monde peut être, que le patient, enfin en tout cas la personne qui porte ce casque peut immerger dans un monde qui va être représenté uniquement sous la forme d'un écran devant lui, prenant tout son champ visuel, mais aussi sous la forme d'un environnement à 360 degrés, qui va complètement l'entourer, qui va pouvoir explorer en bougeant la tête. Et il faut savoir que cette immersion peut se faire en 2D, mais aussi en 3D. Et toute cette technologie, on le sait, amène un certain nombre de problèmes que sont ce qu'on appelle le mal de la réalité virtuelle, qui est une sorte de mal de transport, car des fois l'hyper-réalité est mal supportée par le cerveau, et de temps en temps, en particulier quand vous avez des impressions de vitesse ou des discordances entre un paysage vertical alors que vous êtes allongé, va entraîner un certain inconfort, et il nous a fallu explorer tous ces aspects au bloc opératoire, et ça a été l'objet d'un premier essai clinique que nous avons déposé, qui est passé par tous les jougs de la recherche clinique qui est actuellement en cours, qui teste dans le cadre de fonctions du langage la tolérance et la possibilité de montrer aux patients soit des tests très classiques sous forme de ces dessins en 2 dimensions, soit des objets en 3 dimensions flottant dans l'espace et animés. Juste un petit détail pour dire que, alors que ces choses paraissent très simples et que pour nous il était naturel d'évoluer de la feuille de papier à l'écran, à l'ordinateur portable, puis à la tablette tactile et ensuite au casque de réalité virtuelle, nous sommes confrontés à des difficultés. Il a fallu passer pas moins de 3 fois au comité de protection des personnes pour pouvoir faire accepter notre projet, car effectivement le terme de réalité virtuelle fait naître un certain nombre de peurs irrationnelles, en particulier auprès de certains de nos collègues. Alors,
la première application que nous avons réalisée, c'était l'exploration du champ visuel. La première étape de la cognition spatiale, c'est le champ visuel. Et vous imaginez que l'exploration du champ visuel, tel qu'on peut le faire au doigt, en demandant au patient de fixer son nez, est une technique un petit peu frustre au bloc opératoire et était important. Si on voulait en particulier préserver les radiations optiques, que sont ces fibres qui vont faire communiquer les nerfs optiques au cortex intégratif de la vision, si on voulait respecter ces fibres, qui quand elles sont atteintes vont donner des troubles du champ visuel, il était important de tester le champ visuel en paire opératoire. Nous avons développé avec l'ESIA, donc une école d'ingénieurs, ce système qui permet, grâce aux lunettes de réalité virtuelle, d'explorer le champ visuel du patient avec une application qui est pilotée par un orthoptiste. Et la possibilité d'intégrer maintenant dans ces cas de réalité virtuelle ce qu'on appelle un eye tracking, qui permet de voir sur l'écran où se dirige le regard du patient, nous permet maintenant de faire la différence entre l'apparition lors de la stimulation du cortex d'une hémianopsie, c'est-à-dire une disparition du champ visuel, va nous permettre de faire la différence entre cette hémianopsie et la négligence, où finalement le patient ne voit pas, mais le patient n'a plus conscience et n'aura pas la possibilité de détourner le regard vers quelque chose même si on le stimule. Et tout ça nous amène à développer des systèmes un peu plus complexes actuellement avec des équipes de neuropsychologues pour véritablement explorer ces connexions de la cognition sociale et la cognition spatiale en même temps. Vous avez vu que tous ces systèmes passent par les mêmes autoroutes en quelque sorte et que la possibilité d'avoir un test véritablement on-off en paire opératoire tel que le représente la lecture d'une phrase et la dénomination d'un objet permettrait de réaliser véritablement en routine la cartographie et donc le respect de ces zones. Et donc nous développons actuellement ce test assez simple qui plonge le patient dans un espace totalement virtuel où va apparaître dans différents endroits de son espace à des distances différentes parce qu'effectivement la conscience de l'espace varie beaucoup en fonction de l'espace péripersonnel ou de l'espace extrapersonnel. Et donc on va faire apparaître non pas des points lumineux mais des visages qui montrent des expressions faciales qui sont des visages tirés de banques de neuropsychologie avec des expressions qui sont parfaitement codifiées et donc va nous permettre déjà, c'est un test que nous faisons actuellement chez des patients qui n'ont pas encore amené au bloc opératoire, de tester en paire opératoire alors que nous stimulons l'hémisphère droit du patient, de vérifier si on est en contact ou pas avec une des voies importantes de la reconnaissance des expressions faciales ou de l'appréhension de l'espace. Et puis un peu plus complexe, nous travaillons maintenant avec les possibilités que représentent les chatrooms. Là, chatroom, vos enfants, vos petits-enfants connaissent sûrement mieux ça que vous, c'est la possibilité de réaliser une réunion virtuelle à l'aide d'avatars. C'est en train d'envahir les réseaux sociaux et donc au lieu d'avoir une réunion téléphonique ou une réunion à travers une vidéoconférence, vous allez vous retrouver dans un espace virtuel représenté par un avatar que vous choisirez et vous allez pouvoir interférer avec vos correspondants dans un environnement totalement choisi. Ça peut être au sommet d'une montagne ou au fin fond de la mer. Et donc cette possibilité d'interférer avec notre patient alors qu'il est allongé, la tête immobilisée sur une tétière à pointe dans un champ opératoire, de l'immerger dans un monde virtuel entouré de personnes qui vont pouvoir interférer avec lui et chez lesquelles on va pouvoir modifier les expressions faciales car ce sont des avatars sur lesquels on peut tout à fait modifier les expressions, les intonations de voix. On imagine très bien qu'on est à l'aube d'avoir un test qui permettra de cartographier et de mieux connaître toutes les zones de l'hémisphère droit qui sont impliquées dans des fonctions très complexes que sont l'empathie ou la théorie de l'esprit. Et je voudrais terminer très très rapidement sur un dernier aspect où toutes ces recherches nous ont amené, qui est un petit peu plus connu, mais qui peut amener vers des rivages un peu plus complexes, qui est l'antalgie par la réalité virtuelle. C'est des travaux qui ont été réalisés dans les années 70 par des équipes canadiennes, en particulier chez les Grands Brûlés, qui ont montré que qu'on appliquait des lunettes de réalité virtuelle à des patients qui subissaient des soins douloureux et qu'on leur faisait jouer à un jeu interactif vidéo à travers ces lunettes immersive, et bien finalement on a entraîné une antalgie importante avec une diminution conséquente des doses de morphine qu'on administrait à ces patients. Et donc nous avons développé avec un certain nombre d'artistes numériques comme Kevin Mack ou Julius Hortus des environnements totalement virtuels qui n'ont totalement dénués de connotations cognitives ou sémantiques, totalement abstraits pour être précis, mais qui sont très sollicitants pour l'hémisphère droit dans la mesure où ce sont des environnements à 360 degrés, en 3D et extrêmement mouvants, en particulier celui les mondes de Julius Hortus qui sont des mondes issus de la géométrie fractale. Et nous testons actuellement la théorie que
Ces applications ont un rôle antalgique, non pas tant parce qu'elles sont divertissantes, non pas tant parce qu'elles vont monopoliser un certain nombre de ressources attentionnelles du cerveau en laissant moins disponible pour l'intégration de la douleur, mais vraiment parce qu'elles sont capables d'entraîner un état de conscience modifié en activant spécifiquement l'hémisphère droit, et ce que nous sommes en train de tester au bloc opératoire, mais aussi chez des volontaires sains, avec des analyses polysomnographiques. Je vous remercie. Bravo pour cette communication à la fois fascinante et un peu inquiétante quand même, par certains côtés. Avez-vous des questions à poser? Oui, Monsieur Philippot. Je voulais demander à Philippe Menet, en fonction de son expérience donc de la chirurgie sur malades éveillés, l'étude donc des fonctions par stimulation, qu'est-ce qu'il pense de la théorie de Dufaux, qu'il connaît aussi bien que moi, qu'il n'y a pratiquement plus de centres parfaitement localisés, en particulier il a pris l'exemple de la zone de Broca, et la question qui en découle, que se passe-t-il lorsqu'on opère par exemple un astrocytome du pied de F3 à gauche? Alors, c'est vrai. Je rejoins avec Dufaux sur un certain nombre d'aspects. En particulier, c'est vrai que la zone de Broca et de Wernicke, telle qu'on l'a appris tous dans le bouquin, est un petit peu plus complexe. Et effectivement, c'est souvent des zones parcelées. Et c'est vrai que, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai opéré un patient d'une tumeur qui était dans le pied de F3 et qui n'avait aucune séquelle. Les zones qu'on avait pu identifier en préopératoire et confirmer en péropératoire du langage, c'était des zones corticales ponctuelles qui étaient relativement dispersées autour de la lésion. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Après, il y a d'autres questions éthiques qui se posent. C'est qu'à partir du moment où on sera capable de tout tester dans le cerveau, serons-nous encore capables d'en enlever? Oui, autre question? Micro, une seconde pour avoir le micro. Voilà. Et justement, une des difficultés dans la chirurgie éveillée, c'est finalement chez un patient qui est installé dans des conditions très artificielles, d'explorer des fonctions très subtiles cérébrales. Et je me demandais au travers en écoutant si justement ces modèles de la vision vont permettre justement d'explorer ces fonctions subtiles, puisqu'ils vont permettre de sortir le patient de la salle d'opération et de projeter dans une atmosphère tout à fait virtuelle, et de ce fait lui permettre d'exprimer ou en tout cas de faire entrevoir justement à un moment donné les subtilités des fonctions cérébrales qui sont exécutées par des examens simples qu'on avait pratiqués sur les patients éveillés en salle, et justement à approcher de ce que tu viens de dire justement, c'est-à-dire des zones de pension muette, puisque non exprimées dans le cadre de l'exercice d'une tumeur d'un patient éveillé, mais qui apparaissent dans la vie courante pour nous tous Oui, c'est tout. C'est devenir, disons, un standard de la chirurgie éveillée. Oui, c'est tout l'objet de nos recherches. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que dans l'histoire de la neurochirurgie, vous connaissez tous l'évolution en particulier des traumatisés crâniens ou des hémorragies méningées, où finalement au début le neurochirurgien était content quand le patient était relativement debout et pouvait relativement parler, et puis on s'est aperçu que finalement il pouvait avoir ses fonctions mais avoir des séquelles cognitives majeures qu'on a appris à dépister et maintenant à suivre et à essayer de rééduquer. Il en est de même pour l'hémisphère mineur. Depuis que je m'y intéresse et que je fais explorer et que j'examine soigneusement mes patients opérés dans l'hémisphère mineur, il y a des troubles terribles qui se traduisent d'ailleurs par cette qualité de vie détériorée, mais que finalement les neurochirurgiens ne dépistent pas trop. Nos collègues de rééducation les connaissaient mieux que nous, Oui. puisqu'ils nous expliquaient que souvent les lésions, soi-disant de l'hémisphère mineur, étaient beaucoup plus difficiles à rééduquer que les lésions de l'hémisphère d'imagerie. Tout à fait. Bernard Launois. L'IRM a montré qu'au niveau du cerveau, finalement, il y avait pratiquement pour chaque langue une zone fonctionnelle différente. Quand vous opérez, est-ce qu'il y a quand même une suppléance d'une zone à l'autre quand vous êtes obligé d'enlever le français, par exemple? Est-ce que la zone qui correspond à l'anglais peut suppléer et permettre de parler français? Alors la cartographie du langage chez les bilingues est quelque chose d'assez passionnant. C'est pas tous les jours que ça arrive. Et quand ça arrive, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir le neuropsychologue qui est bilingue pour pouvoir le faire de façon correcte. Donc c'est vrai que l'expérience de toutes les équipes qui s'intéressent à la cartographie du langage reste quand même relativement limitée.
c'est vrai qu'on trouve très clairement des organisations différentes suivant les langues, et encore ça dépend, il y a encore même des organisations encore plus différentes, il semble que le chinois avec les idéogrammes soit localisé peut-être encore très différemment que le langage commun, disons. J'irai encore plus loin dans ce sens-là, je pense que comme toujours, quand on veut répondre à une question, finalement on n'a pas de réponse, mais on a encore d'autres questions qui apparaissent. On s'est aperçu en particulier que les patients répondaient au stade de stimulation différemment quand ils voyaient une image en 2 dimensions sur une tablette que quand ils voyaient l'image en 3 dimensions dans un espace virtuel totalement artificiel et plus réel quelque part. Et donc ça pose question. Ça pose question que finalement, qu'est-ce qu'on teste? On teste une reconnaissance d'image ou une véritable reconnaissance de l'item? Donc, comme toujours, dès qu'on avance, finalement, on se retrouve très vite barré par encore plus de questions et plus de difficultés, mais ce qui fait tout le challenge et tout l'intérêt de ce champ de recherche. Et pour l'anglais et le français, vous n'avez pas répondu. Ah bon, très clairement, moi j'ai pas une très grande expérience. Je ne sais pas si mes collègues en ont beaucoup sur le bilinguisme. J'ai opéré qu'un seul patient bilingue français-anglais. Effectivement, on a pu identifier au niveau cortical des zones différentes. Donc ça, je peux vous confirmer ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Philippe Montupé. Alors, d'une manière intéressante, vous avez fini par le casque sur l'image et par un bloc opératoire de texte, de résumé. On peut revenir sur cette question, et j'en ai d'autres. Sur la question du casque, par exemple, diffusé par Samsung, j'ai pu essayer, et non pas dans le cadre de l'oncologie, mais de l'anesthésie pour opération. C'est actuellement un challenge qui est piloté par une grande entreprise dans ce secteur sanitaire qui s'appelle Orange. Et c'est une alternative déjà avancée concernant l'anesthésie par l'hypnose. Donc ça nous ramène au bloc, mais ce n'est pas là vraiment mes questions. Ma question, elle est double. Elle est dans votre connexion, si l'on peut dire, avec les milieux des neurosciences. Vous savez que c'est le professeur Alain Crochian qui dirige au Collège de France la chaire de neurosciences, qui le travaille souvent, d'une manière très intéressante, très accessible, sauf si on va à l'amphithéâtre. Écoutez, les conférences internationales, là, c'est plus dur. Donc, votre connexion avec lui, mais votre connexion aussi avec la Pitié-Salpêtrière à Paris, et Lionel Nakache, dans son livre Le cerveau du futur, avec les recherches en ce qui concerne l'avancée des IRM fonctionnels, et avec les travaux fort bien illustrés, démontrés dans le texte de Lionel Nakache, Le cerveau du futur, concernant les interconnexions entre les 2 hémisphères. Car vous avez parlé d'autoroutes, mais il est clairement prouvé qu'il n'y a pas que des autoroutes. Voilà ma question. Ça fait beaucoup de questions. Oui, tout à fait. En tout cas, nous travaillons avec des équipes de neurosciences, enfin, essentiellement pour l'instant des équipes de neuropsychologues, car en fait le challenge est immense, mais nous sommes très concentrés sur un aspect pointu pour essayer d'aller jusqu'au bout, dans un premier temps, qui est effectivement la création de tests classiques de neuropsychologie, mais applicables au bloc opératoire dans les conditions du mapping. Alors après, effectivement, toutes ces approches-là laissent des champs thématiques immenses qui ne pourront pas être remplis par une seule équipe. Concernant l'anesthésie, je dirais un petit mot. C'est actuellement un gros business. L'anesthésie et l'antalgie par la réalité virtuelle. Je vais être un petit peu iconoclaste. J'espère que personne n'a des parts dans ce type de start-up. Mais ce que nous développons actuellement, nous avons vraiment l'impression que certains univers virtuels créés par des artistes disponibles gratuitement sur YouTube sont aussi puissants, voire plus puissants que des programmes dits hypnotiques développés par certaines start-up. Du fait de leur immersivité. Bien, merci. Je crois. Alors pour les interconnexions hémisphériques, ça c'est encore autre chose. Oui, effectivement, le fait d'avoir opposé dans les 70 l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche faisait abstraction bien sûr de l'extrême communication. On sait qu'il existe un langage, d'abord un langage non verbal dans l'hémisphère mineur, mais il existe des possibilités linguistiques effectivement dans l'hémisphère gauche et qui ne peuvent se développer que quand il existe une connexion. On sait en particulier que par exemple les séquelles
des négligences sont beaucoup plus importantes quand on atteint et quand on lèse la partie postérieure du corps calleux, ce qui prouve bien que l'hémisphère dominant intervient quand même dans la notion de l'exploration spatiale. Et donc effectivement, de vouloir localiser très simplement des fonctions à droite ou à gauche en faisant fi de cette connexion et le fait que les hémisphères se parlent est très simpliste. Je suis d'accord avec vous. Bien, merci et bravo, mais on n'a pas fini de vous entendre puisque vous allez venir me rejoindre pour modérer. Bravo.